Nous allons reprendre, si vous le permettez, avec notre premier panel qui s'intitule Repenser les cadres référentiels vers une indisciplinarité des musées. Et pour discuter de cette question, qui est une question dans beaucoup de cas d'autorité narrative, et donc du mandat que se donnent les musées et que se réinventent les musées en ce moment, nous aurons dans l'ordre Catherine Charlebois, chef de section du même Centre des mémoires montréalaises, Mélanie Deveau, directrice éducation et mieux-être, Musée des beaux-arts de Montréal, et Olivier Grant, chef de section animation et mouvement citoyen, espace pour la vie, jardin botanique. Alors vous voyez qu'on a des secteurs fort différents et on a aussi des gens qui travaillent sur une temporalité légèrement différente. Mélanie va avoir un regard rétrospectif sur un projet qui a déjà 5 ans. Olivier est au seuil de nouvelles initiatives. Et puis, Catherine, à laquelle je cède la parole dès maintenant, est dans le cœur vivant de ce qui se prépare au même. Alors, Catherine, je vous... Oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Joanne. Je suis vraiment, vraiment excitée d'être avec vous ce matin puis de partager le projet du MEM. Mais on m'a surtout demandé de partager un peu l'évolution du Centre d'histoire qui s'est transformé en MEM. Et puis, je suis quand même très émue aussi de parler de partage d'autorité parce que quand j'ai commencé à faire ce travail-là au Centre d'histoire, il y a maintenant de cela presque 14 ans, je me sentais bien seule. Il n'y avait pas le partage d'autorité, on en parlait moins dans les musées comme tel. Et là, je trouve ça vraiment très excitant d'être avec vous ce matin pour parler de ça. Ça, c'était nous. Petite caserne bien sympathique dans le Vieux-Montréal, fondée en 1983 et en 2010, et là je vous propulse, 25 ans plus tard, 25 ans, 28 ans plus tard, on arrive avec une promesse suite à un plan stratégique développé en 2009-2010 avec cette promesse-là. Cette promesse-là était le résultat d'une bonne dizaine d'années, voire presque une quinzaine d'années, donc dès le milieu des années 90, sur cette idée de faire entrer d'autres voix au musée que la nôtre, de celle de l'institution. Donc, vous comprendrez que ça fait quand même déjà un bon moment que le Centre d'histoire / le MEM s'intéresse à cette question de faire entrer d'autres discours, d'autres narratifs, d'un peu partager le porte-voix. On avait expérimenté dès les années 2000, ce qui a été fondamental dans cette transformation-là, c'est l'arrivée de l'histoire orale au musée, d'ouvrir les portes de cette discipline-là et de commencer à expérimenter. Il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de nouvelles façons de faire, et en 2010, on cristallise comme quoi l'histoire orale, elle est au cœur de la pratique, elle est au cœur de l'institution, et on veut que ça soit un moteur transformateur de l'institution. Ce n'est pas juste une médiation parmi d'autres, ça va vraiment devenir vraiment porteur et moteur. Et le positionnement est, bon, ben vous êtes la promesse, vous êtes l'histoire de Montréal et nous allons parler de vous. Passe 10 ans et on transforme, vous êtes l'histoire de Montréal, ensemble, parlons de vous. Alors, petite subtilité, 10 ans passent. En 2010, on dit, bon, ça va être moteur, il va avoir trois grands projets d'exposition où on va décider que l'histoire orale est la base des contenus, de la recherche, de la parole, de la manière dont on va diffuser l'information dans ces expositions-là. Et ça nous fait pratiquer, ça nous remet en question, ça fait en sorte qu'on change nos pratiques tranquillement aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces collectes de témoignages-là? Bien, ça transforme la politique des collections parce qu'on en fait l'acquisition de ces témoignages-là. On change beaucoup de choses. En 2010, là, on change vraiment beaucoup de choses et tranquillement, bien, ça a des impacts sur l'éducation, sur la programmation, sur les communications. Tranquillement, la décision qu'on prend en 2010 nous transforme du tout au tout à l'intérieur même de nos murs. Mais cette transformation-là, elle est souhaitée, elle est orientée et il y a un parti pris. Mais le ensemble, c'est
là, on est à peu près en 2020. C'est quand on est déjà dans le processus de transformation du MEM et on ajoute ça ensemble-là. Parce qu'on est un peu on est dans une dynamique là où vraiment, avant, on était plus dans et nous allons, tu sais, il y avait nous l'intermédiaire, mais là, on ne va plus le faire avec l'intermédiaire, vous allez être avec nous pour le faire. C'est en résumé, là, en chiffres, ça vous donne une bonne idée. On passe on triple tout, le nombre d'employés, l'espace, et puis aussi les fonctionnalités. Je voulais vous le mettre pour que vous ayez une idée de l'ordre de grandeur. Et je vous le dis, là, quand la locomotive, elle commence à chauffer au centre d'histoire et qu'on dit on le fait, et que là, ça va se faire, qu'on a un endroit, qu'il y a des budgets et que le maire dit ça va se faire. Quand le maire dit que ça va se faire, ben ça va se faire à la ville. Tu sais, là, mais il faut se rendre là. Et puis, ça veut dire que tout est là. Tout le monde a dit oui. Il y a quand même panique en la demeure parce qu'on est une mini-équipe, là. On est tout petit. Quand je dis qu'il y a 10 employés, il y en a quand même juste 5 qui sont permanents. Le reste, c'est les gens qui sont à l'accueil, sécurité, etc. On le voit, là, on n'est plus à la même place, là. C'est plus petite caserne mignonne, Vieux-Montréal, là. Puis c'est le projet. Puis là, on va aussi, on change de nom. Même, là, c'est ça qui est écrit, là. On change notre identité, mais on la prend, cette décision-là. On profite de l'occasion pour plonger tête en avant dans un projet qui nous anime, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Et sans peur d'y perdre son âme, c'est super important parce que c'est ça qui va être vraiment, vraiment au cœur de notre crainte et de notre fébrilité. La crainte, c'est qu'on a construit un ADN, on a construit une institution. Puis quand on est 5 dans une institution, il y a vraiment une synergie d'équipe assez importante, une proximité, mais il y a une osmose avec l'institution aussi. Puis on l'aime de cœur. Puis les projets dans lesquels on s'est investi, on s'est réellement beaucoup investi. On a tous travaillé ensemble. Il y a comme une ambiance familiale. On a peur de la perdre. Puis on a peur de perdre. On a vraiment peur de perdre l'institution qu'on aime puis les choses pour lesquelles on a travaillé. Et ça fait, rendu là, ça fait presque 35 ans, là. Et on a travaillé ces projets-là de collaboration citoyenne et c'est ça qu'on veut conserver. Mais comment qu'on va faire ça? Alors, comment on peut faire ça? On a, à l'époque, la présence d'esprit de la direction, du directeur, pour ne pas le nommer, Jean-François Leclerc, c'est d'aller chercher de l'expertise externe pour nous aider à protéger nos acquis, puis à propulser vers l'avant le concept de protéger quelque chose. Alors, là, on va chercher la boîte rouge vif qui a tout le bagage d'avoir travaillé beaucoup avec les communautés autochtones, toute cette idée de collaboration participative, de dire votre voix contre, comment on peut la faire rentrer. Ben nous, on le faisait déjà, mais comment consolider tout ça? Parce que c'est pas évident, là, changer d'institution, là, puis changer de garde-robe au complet, là, c'était quelque chose. C'est un gros projet, on était craintifs, mais on était emballés, mais on voulait pas non plus se tromper, mais on voulait aussi donner des outils pour ceux qui étaient pour arriver. Puis dire à la boîte rouge, c'est ça que nous, on a fait, c'est ça qui nous tient à cœur, et faire des choix. Se transformer, c'est aussi faire du lâcher-prise. C'est aussi décider qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, mais il y a des choses maintenant qu'on va faire et on va tout le temps les faire. Et ça va devenir cohérent. Il fallait aussi passer une cohésion d'ensemble et que ça soit cohérent pour que la nouvelle équipe et les gens qui étaient pour embarquer dans ce nouveau projet-là comprennent très bien ce que l'on faisait et aussi protéger les acquis et que ces acquis-là ne soient pas juste une histoire passée, mais soient aussi un projet d'avenir. Donc, la boîte rouge vif nous a vraiment 5 minutes. OK, là, je défile. Alors, collaboration nous ont appris que ça pouvait être beaucoup de choses. On a revu notre organigramme et là, on a décidé que c'était à la fois nous et le reste de la planète, donc tout le terreau qui nous entourait, mais on voulait quelque chose de très organique, alors on a choisi la fleur.
Ensuite, on voulait aussi bâtir un musée à intelligence émotionnelle. Ça, c'était très important pour nous. Donc, d'avoir une posture où on était beaucoup plus avec des qualités humaines pour parler d'humain à humain. Donc, de faire en sorte que l'intelligence émotionnelle va dans nos valeurs. Alors, humain inclusif, ancré dans la communauté, audacieux et agent de changement. Pour tout faire ça et planifier et concevoir, etc., on s'est dit, mais on ne peut pas faire ça seul dans une idée où on va vouloir faire de la participation, collaboration, co-création citoyenne, appelez-la comme vous voulez. Il faut déjà le mettre en place dans la conception de la nouvelle institution. Donc, mise sur pied de deux comités principaux. Le comité scientifique, on leur a donné des noms cute là, pour qu'ils se sentent inspirés, là. Les idéalistes, puis notre comité citoyen, c'était les montréalistes. Quand on est allé chercher des gens de toutes sortes d'horizons, mais on s'est vite rendu compte que c'était pas suffisant. Donc, on a déployé d'autres comités. Vous avez les deux comités externes, comité citoyen scientifique, mais on a aussi mis sur pied trois autres sous-comités. Un, autochtonie, groupe marginalisé, accessibilité, parce que c'est des questions qu'on a vite compris qui étaient très sensibles et qu'on devait faire aussi avec des regards extérieurs. Et on s'est aussi mis en place des comités internes. Donc, en chiffre, 8 comités, 66 personnes consultées. Il y a eu 7 consultations des comités pour chaque phase. Donc, c'est un projet énorme de consultation, mais sans ça, impossible de faire ce que l'on a fait dans les temps qu'on avait. C'était impossible de répondre à cette promesse-là, de dire ensemble, parlons de vous, si on n'est pas ensemble pour le faire. Et ça a été absolument hyper salutaire. Et le musée qu'on va ouvrir, le même qu'on va ouvrir, vient vraiment beaucoup de ce travail-là de consultation. Bien, justement, parlons-en, parce que quand on a comme parti ce projet-là, c'était pas tant ça va avoir tant de murs, puis tant d'affaires, puis ça va coûter tant, puis ça. C'était un feeling, là. Il y avait vraiment l'idée, OK, c'est quoi le mood board, là? C'est quoi l'intention, qu'est-ce qu'on a envie que les gens vivent dans ce nouvel espace-là? Parce que, revenons, imaginez, là, vous avez la chance d'imaginer un autre lieu, d'imaginer un nouveau musée. C'est très déstabilisant, mais en même temps, wow, j'ai une opportunité, j'ai un peu une carte blanche. Alors, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on y vive avec toute l'expertise qu'on avait, toutes les expériences, comment je peux aller encore plus loin? Donc, c'est l'idée aussi, oui, un certain musée, mais un espace citoyen. Ça, c'était super important. Dans cette idée-là, eh bien, l'idée du troisième lieu, qui était très fort en bibliothèque, à l'époque, puis là, qui commence à se répercuter dans d'autres environnements. Mais ça a été très moteur aussi. Et tout ce que vous voyez en rose, ce sont des espaces publics qui sont gratuits, qui seront gratuits, mais qui sont aussi muséalisés. C'est-à-dire que c'est pas juste des murs blancs ou un trip architectural, là. Il y a carrément une expérience de ce qu'est Montréal avec toutes sortes de glimpses. Nous autres, on l'appelle un peu notre Montréal 101, là, qu'on met à voir Montréal en quelques petits clins d'œil. Ça vous donne une idée, là, une petite primeur de voir un peu à quoi ça va ressembler. On est en ce moment en train de construire ces espaces-là. Mais c'était l'idée aussi, quand on parle d'accessibilité, par exemple, il n'y a pas de comptoir d'accueil, tu sais, qui crée une distance. Il va être des gens qui vont se promener avec le petit pad, un peu comme au Apple Store, là, parce que c'était ça, là, c'est la cohérence dans tout, jusque dans le geste d'accueil. Là, on me dit, il faut que je conclue, alors passons vite. J'arrivais à la conclusion. Donc, c'est parfait. Comment déployer aussi dans les espaces la collecte de témoignages, on a fait un studio parce qu'on en faisait de la collecte, alors ayons des dispositifs, mais aussi continuons, allons dans la communauté, garder ce lien-là aussi pendant qu'on est fermé, donc les vélos citoyens. Et comment est-ce que ça veut dire aussi, maintenant, quand on a développé aussi un espace où les communautés peuvent s'exprimer
Il y en a 2 comme ça, petits et grands kiosques. Ils sont dédiés, ils sont dans les espaces publics, ils seront gratuits. Donc, c'est encore ça, c'est de la cohérence dans tous les gestes. Comment dire cette inclusivité, cette prise de parole citoyenne-là, comment on la partage, comment on la matérialise, c'était de le faire dans tous les grands détails et les petits détails. Et ça nous amène justement à des espaces-là où on fait vraiment de la collaboration citoyenne. Juste pour vous dire, un des projets qui s'en vient, on a fait de la consultation cet été. Ils sont venus cogner à notre porte, communauté de Milton Park. Ils voulaient parler de leur communauté. OK, on en parle ensemble. On a fait 4-5 ateliers avec eux pour dire, qu'est-ce que vous avez envie dont on parle? Ils ont choisi tous les photos, tous les contenus et c'est eux qui vont parler de leur communauté eux-mêmes. Merci au partenariat là, pour cette invitation-là, d'autant plus que moi aussi, je vais remonter dans le temps avec un projet qui me permet de porter un regard, là, justement, avec un peu de recul. Alors, merci beaucoup pour cette invitation-là. Et puis, je pense qu'on est tous d'accord que le musée McCord est un lieu de rencontre toujours fantastique, comme Montréal, qui est un lieu de rencontre. Alors, merci beaucoup pour ça. Alors, je vais vous parler du projet Éducar, un projet numérique. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. Donc, je vais quand même essayer d'y revenir, d'en expliquer de quoi il s'agit. Il y a plusieurs composantes à ce projet-là. Et d'aller, dans le temps qui m'est alloué, quand même rapidement, mon focus, c'est d'aller au constat et d'aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire sur le partage d'autorité 5 ans plus tard. Et c'est sûr que mes constats sont spécifiques à Éducar, mais c'est un projet qui m'a beaucoup habité, qui sont quand même transférables, je pense, dans d'autres pratiques, en tout cas moi qui m'habite ailleurs. Alors, Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc je ne savais pas exactement qui allait dans l'assistance, mais un musée qui est fondé en 1860, qui est fondé par la volonté de collectionneurs, d'artistes montréalais. Donc, dès son origine, c'est un musée qui a cette particularité là d'être très ancré dans sa communauté. Alors, ça, c'est important de le dire. C'est aussi un musée qui a une collection, puis ça, c'est peut-être l'objet de nos discussions, mais qui a une collection qu'on dit encyclopédique, alors avec toutes les ressorts que ça peut comprendre, mais donc qu'il y a une multidisciplinarité dans ces collections et qu'il y a cette idée d'ouverture sur le monde, là, disons-le comme ça. Quelques mots sur l'éducation au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, évidemment, c'est pas l'historique exhaustif, mais je suis allée chercher quelques dates clés qui m'apparaissaient importantes pour Éducar ou plus généralement pour le musée. 1880, là, je veux pas nous amener trop loin, mais le Art Association School of Art, déjà presque à l'origine du Musée des Beaux-Arts, la composante cours, éducation, elle est là et je pense que c'est pas banal là aussi de le nommer. C'est une valeur, c'est un fil conducteur au Musée des Beaux-Arts. 61 dans la foulée de d'autres musée, donc la création du service éducatif qui est là. Là où j'ai envie de passer peut-être un petit peu plus de temps, c'est 99, parce que pour ma part, quand je regarde ce qui est fait au Musée des Beaux-Arts présentement et ce qui a été fait, l'origine pour moi, la transformation des pratiques, elle est en 99 avec un projet pilote qui s'appelait Franchir le seuil, qui a été élaboré par ma collègue là, Marilyn Lajeunesse à l'époque et qui est devenu le grand projet d'accessibilité, le grand projet structurant Musée en partage. Alors, Franchir le seuil, je pense que le titre est assez parlant déjà. C'était un peu le constat où de se dire, il y a des publics qui viennent au musée, mais il y a des gens qu'on ne voit pas. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils viennent pas? C'était une question très simple. C'est une question, je pense qu'on a encore besoin de se poser tous les jours. Mais donc, ça a été un point de départ. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le Musée des Beaux-Arts, la façon qu'il a eu de répondre à cette question-là, c'est d'aller vers des organismes communautaires. Et le Musée des Beaux-Arts, sans nécessairement avoir une planification de public cible, il est allé dans différentes directions. Organismes communautaires, travaillent avec des gens en réinsertion sociale, en santé mentale, différents publics marginalisés, nouveaux arrivants, scolaires aussi, et donc d'aller voir qui manque à l'appel. Et ce qui s'est passé là, c'est une transformation de pratique. Alors, évidemment, donc un musée très vertical qui transmet son information vers les publics. À ce moment-là, on se mettait dans une position plus horizontale ou dans une réciprocité. Moi, je connais mes collections, vous connaissez vos publics, vous êtes qui? Qu'est-ce que ça vous prend pour venir chez nous? Et donc, on a commencé à co-créer
des projets de cette façon-là et à répondre à des besoins et à transformer notre pratique en fonction des publics qui étaient là. Donc, le terme co-création est important et il est important parce que Éducar est directement lié à cette vision-là. C'est aussi pas banal de nommer que c'est à travers Musées en partage que tranquillement, les projets de recherche avec les universités viennent s'inscrire. Il se passe quelque chose ici dans ces groupes-là qui vivaient certaines exclusions. Il y a des projets qui se passent, l'impact semble positif. Qu'est-ce qu'on a ici? Et la recherche va tranquillement faire son chemin à travers ça. 2011, le lancement de l'exposition virtuelle, simplement pour contextualiser les initiatives éducatives numériques au musée. 2012, l'ouverture des studios Arts et Éducation, donc vraiment un parti pris pour l'éducation sur le territoire musée. Là, donc, vraiment plusieurs espaces dédiés à l'éducation. Là, ce geste-là, je le fais. Vous verrez pour Éducar jusqu'où ça nous mène. Et donc, en 2017, le lancement de la plateforme Éducar. Éducar, ça ressemble à ceci. Donc, c'est un projet qui a été initié 2013, disons, dans les faits plus concrètement, initié par Nathalie Bondil, l'ancienne directrice et conservatrice en chef du musée, et qui a été reçu un financement là, dès le départ, dans cette version très pilote de la Fondation Michel de la Chenelière, et très rapidement qui s'est inscrit dans le plan culturel numérique du Québec. Donc, ça a été le premier grand projet qui a été soutenu. Alors, l'idée derrière Éducar au départ, c'est de dire, je rappelle la collection encyclopédique, là, même si on pourrait discuter de ce fait-là juste en soi. Donc, nous avons une collection à travers laquelle on peut aborder le monde, à travers laquelle on peut aborder différentes disciplines. Et donc, pourquoi on s'en servirait pas pour enseigner d'autres disciplines que l'histoire de l'art ou les arts? Est-ce que on pourrait enseigner les mathématiques avec notre collection? L'histoire, la biologie, etc. Est-ce que ça peut servir de moyen? Donc, c'est ce qui est derrière Éducar. Et donc, ce qui s'est défini, en fait, à travers Éducar, c'était une grande plateforme numérique pour un usage pédagogique. Alors, sur Éducar, on retrouve plus de 350 œuvres de la collection du musée. On retrouve à peu près plus de 200 éléments d'accompagnement, texte, capsule vidéo, ligne du temps. Et c'est une plateforme qui a été conçue, c'est un projet qui a une approche thématique, Musée des Beaux-Arts, les grands enjeux sociaux. Donc, vous avez les thèmes sur lesquels on s'est concentré, donc la liberté, l'écologie, les familles. Aussi une approche transversale de la collection, donc on allait voyager dans les 5 grandes collections avec ces thématiques-là et multidisciplinaire. Donc, qu'est-ce que ces œuvres-là pourraient nous apprendre avec d'autres disciplines? Donc, l'idée, c'était, donc il y a 17 régions au Québec, et donc l'idée, c'était d'aller dans chacune des 17, c'est ça mon geste, dans chacune des 17 régions du Québec et de co-créer un projet avec les enseignants ou les communautés visées, de co-créer un projet pédagogique. Donc, voilà, c'était pour les niveaux secondaires et puis primaires par la suite. Mais la particularité d'Éducar, c'est que les contenus qu'on retrouve sur la plateforme sont co-créés avec des enseignants et enseignantes des 17 régions du Québec. Et donc, ça a été aussi, je le nomme là, je ne passerai pas de temps là-dessus, mais soutenu par tout le long du développement d'Éducar par une recherche-action avec une équipe de l'UQTR, Marie-Claude Larouche, qui est venue documenter un peu ces appropriations là, par le milieu scolaire au fur et à mesure, ce qui nous a permis aussi de remédier tout au long là, du développement. Donc, quelques mots sur la relation musée-école, donc une relation de longue date, évidemment, dans les musées, depuis les années 70, avec la déclaration de Santiago, donc la dimension sociale, éducative a vraiment pris de l'expansion pour la fonction éducative. Le modèle de Maryse Paquin, qui date, mais sur lequel on s'appuyait encore, ou en tout cas qu'on constatait encore au Québec au milieu des années 2010, reposait sur cette typologie de 3 types de relations que les musées entretenaient avec l'école. Donc, déscolarisation, qui est un terme que je trouve un peu dur, mais bon, déscolarisation, en fait, un musée qui a une offre à l'attention des publics, mais tout public confondu.
Il n'y a pas spécifiquement pour le scolaire ou les aînés ou le communautaire, donc une offre. Parascolarisation, j'ai une offre dédiée pour le scolaire, mais qu'est-ce qu'ils font à l'école? Je suis plus ou moins préoccupée. Je présente mes contenus musées vers l'école, peu importe ce qu'ils ont leurs besoins d'une certaine façon. Et l'harmonisation des ressources muséoscolaires où le musée développe des contenus qui seraient en relation avec le programme de formation de l'École québécoise, avec les curriculums. Donc, l'harmonisation des ressources muséoscolaires, c'est beau comme idée, mais dans les faits, puis je pense que les gens en éducation ici pourraient en témoigner, c'était quand même un peu deux voies. Deux voies parallèles, mon Dieu, il faut que j'aille très, très vite. Deux voies parallèles où il y avait différents écueils. Alors, peut-être rapidement, je suis une ancienne prof de cégep et je trouvais ça toujours fantastique d'aller au musée et me dire « Ah oui, on a une offre pour vous, pour vos étudiants. Fantastique, vous pensez à moi. » J'y allais et, désolée, c'était toujours un petit peu à côté de mon besoin parce que j'avais mon programme, on me proposait des choses et c'était toujours à côté. Et aussi, on négligeait le fait que comme prof, on est des créateurs de contenu. Il y en a plusieurs qui sont ici et on aime s'approprier les choses. Alors, c'est un peu de ce constat-là de dire comment on peut bâtir une plateforme à l'attention des enseignants, puis de ne pas reproduire ce modèle-là. Donc, il s'agit de co-créer, de les mettre à profit. Donc, ça, c'est un peu le modèle éducaire, de dire, je suis le musée, je suis expert de mes collections, vous êtes un enseignant, vous êtes expert non seulement du programme de formation de l'École québécoise, mais aussi de différents domaines de formation, donc les sciences, la biologie, le français, l'histoire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? Et donc, l'apport aussi de point de vue de la communauté, ce qu'on appelle nos experts, c'est peut-être pas tout à fait heureux, mais de dire, ben moi, sincèrement, en mathématiques, on n'ira pas très, très loin si c'est moi qui dois faire les contenus. Et donc, de voir aller chercher des points de vue de ces experts, de ces gens de différentes disciplines qui viennent regarder la collection et qui voient des choses que nous, bien sûr, ne voyons pas. Qu'est-ce qu'un cardiologue voit sur des œuvres sur la thématique du cœur? Qu'est-ce qu'un biologiste comme Boukhar Diouf voit sur des œuvres liées à l'écologie? Et d'avancer pour produire les contenus. Là, je vais faire comme Catherine, je vais aller très, 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 très vite. C'est un petit overview d'Éducare, à quoi ça ressemble. Et donc, les ressources qui sont produites. Donc, vous avez bien sûr ce qui est accessible, les cartels, un petit texte sur l'œuvre associé, produit par le musée, les ressources associées, donc nos fameux experts disciplinaires qui nous amènent d'autres points de vue, une grille d'analyse qu'on a voulu utile pour des profs en sciences comme en sciences humaines. Donc, on a travaillé avec les enseignants et des questions mobilisatrices qui ont été formulées à travers les projets. Aussi, un espace de partage qu'on a souhaité mettre à profit des enseignants pour qu'ils puissent continuer de créer des projets pédagogiques, des contenus qui ne sont pas validés par le musée à ce moment-là. J'arrive au constat. Alors, dans les constats spécifiques, et vraiment merci de me permettre d'avoir cette réflexion-là qui m'habite. Donc, on a lancé en 2017 le résultat de tous ces projets de co-création avec le milieu scolaire et avec des experts de différents milieux. Et dans les constats, dans ce partage-là ou dans cette négociation-là qui est souvent très inconfortable parce qu'on ne se connaît pas, puis on ne sait pas comment parler ensemble. Donc, co-créer, c'est avoir un objet commun, un projet qui est là, mais en tout cas, dans l'expérience qu'on a vécue, on réalise que c'est possible d'arriver à un projet, mais sans avoir des objectifs qui sont les mêmes. L'important, en tout cas, dans l'expérience que nous, on a vécue, l'important, c'est que ces objectifs de chacune des parties soient nommés, formulés, communiqués, très clairs et qu'on les atteigne. C'est ça qui rend le projet comme une réussite, que chacune des parties a atteint ses objectifs. Alors, ça, c'est certainement ce qui... et donc, avancer comme ça avec des objectifs différents, parfois, ça peut effectivement être inconfortable. Partager la parole n'est pas remplacer une autorité par une autre.
Ça semble peut-être une vérité ou une évidence, mais je pense que si on se rapporte aussi, puis en tout cas, si on se rapporte à ces années-là, quand on est une institution comme un musée avec son passé, son historique, son autorité, je veux dire, chez nous, là, on a le grand escalier Ornstein, je veux dire, c'est si imposant. Et donc, on a peut-être, quand on entre dans ce type de projet-là, une volonté de donner la parole. Allez-y, parlez. Et c'est une fausse mise en retrait. Et donc, je pense que ça, c'est un écueil qu'on a pu rencontrer souvent, que vouloir donner la parole, finalement, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Ce qui est plus difficile, c'est engager la conversation, parce qu'il y a une négociation qui est constante et que chacun doit trouver le bon espace pour le faire. Et si je vais conclure très rapidement, si vous me permettez 1 minute. En fait, au départ, Éducare voulait simplement donner la voix aux experts et aux écoles, faussement se retirer. Et il y a eu un moment donné où on s'est rendu compte que l'école avait besoin qu'on engage la conversation avec eux. Ils s'attendaient, ils étaient gênés peut-être aussi ou pas tout à fait à l'aise de s'approprier ces contenus-là. Et quand on a réussi on a rajouté les textes, on est revenu un petit peu, la conversation a été possible. Et je le vois encore, même dans des projets qu'on mène, à quel point parfois on dit « Ah, mais on va partager », mais finalement, on s'efface et on remplace l'autorité par une autre plutôt que de vouloir enrichir. Une relation s'entretient, on l'a entendu de Mélissa Jonathan ce matin, et je le lance, c'est même la façon dont on finance les projets, qu'est-ce qui se passe après? Si je fais un projet avec un début, un milieu, une fin, que je le ferme et que je dis au suivant, qu'en est-il de cette relation? Qu'en est-il de cette communauté avec qui j'ai tissé des liens? Et c'est là, en fait, où je pense qu'il faut changer notre paradigme et d'être davantage dans une relation que dans du projet qu'on mène et qu'on ferme. Voilà, désolé pour le débordement. Merci. Je me rends compte que j'espère que ça ne sera pas trop du réchauffé, mais on est vraiment dans la même thématique. Alors, il y a des choses qui convergent, vous allez vous en rendre compte, ça me parle énormément. Donc, le partage d'autorité dans les musées, Espace pour la vie et plus spécifiquement au Jardin botanique, j'ai envie de voir peut-être l'autorité comme sous l'angle du cadre référentiel, bien sûr, c'est le thème aujourd'hui, de la posture de programmation et de la posture d'animation. Juste vous mettre en contexte, mon poste, moi, c'est chef de section animation et mouvement citoyen. Le mouvement citoyen est plus affirmé dans un poste maintenant depuis 2 ans et c'est vraiment dans ces réflexions-là on se pose beaucoup de questions, on apprend beaucoup et on a une approche assez, je dirais, humble et à l'écoute. Puis dans ces réflexions-là, on essaie des choses puis on se donne droit à l'erreur. Et donc, vous allez le voir un peu dans l'état de nos réflexions. Puis je vais vous donner des exemples plus tard partager avec vous des exemples de postures de programmation qui ont ébranlé parfois les visiteurs et parfois nos équipes. Donc, c'est allé vite. Donc, on disait dans le libellé du panel de repenser, ébranler, élargir, ignorer les cadres référentiels. Pour ma part, j'ai essayé dans mon esprit scientifique de faire je vais mettre des choses dans repenser, puis après dans ébranler, pour me rendre compte que finalement, c'est toujours un peu tout ça qui se brasse en même temps. Alors, j'ai abandonné cette idée, mais la diapo est là. Voilà. C'est comme ça. Alors, repenser les cadres référentiels, on se rapporte aussi dans l'histoire où on a, dès le départ au Jardin botanique, un contexte différent d'aujourd'hui. Bien évidemment, le contexte change toujours. La question qu'on se pose, c'est comment on demeure pertinent, un agent de changement dans un monde qui est en constante évolution. La distinction peut-être entre un monde qui est en constante évolution depuis toujours et aujourd'hui, c'est peut-être l'aspect urgence climatique qui va venir beaucoup influencer et orienter notre position. Ceci dit, à l'époque, on était au Jardin botanique la référence en botanique et en technique horticole. Les gens se tournaient vers nous et c'est ça qui avait le besoin auquel on répondait principalement, c'était celui-là, dans une démocratisation dès son départ, pour que le plus grand nombre ait accès aux connaissances et aux notions botaniques et horticoles. Mais quand même, c'était vraiment ça le cadre référentiel. C'était très scientifique. Ce l'est encore, hein, c'est pas à évacuer avec le temps. Seulement, ça évolue, ça élargit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en 1940, Henri Techer, un des concepteurs du Jardin botanique,
avait déjà cette vision de dire le jardin botanique de l'avenir a une grave tâche à accomplir en aidant le citadin déraciné à retrouver ou à conserver le lien salutaire avec la nature. Mais beaucoup plus tard, on est rendu avec une mission qui, en fait, à l'époque, la mission avait un élément qui était diffuser des notions botaniques et horticoles. Et maintenant, la mission que partagent les 5 institutions de Espace pour la vie, c'est de rapprocher l'humain de la nature. Donc, on passe de botanique à la nature, l'environnement, la nécessaire transition écologique. Et pour nous, au jardin, les végétaux sont au cœur des solutions. Alors, il y a vraiment un élargissement là, des cadres référentiels avec les années. Bon, là, c'est là qu'on va se rejoindre beaucoup. Alors, les fameuses portes d'entrée, on s'est dit, moi, la photo du centre, pour moi, représente notre mission commune, c'est-à-dire rapprocher l'humain de la nature. Mais comment on y arrive à faire vivre cette mission-là? Bien, nos visiteurs, notre public, il y a des sensibilités différentes, des backgrounds différents, des intérêts différents. Alors, on a multiplié les portes d'entrée, un peu comme Nina Simone fait référence à des portes, là. Donc, parfois, c'est par l'art, des fois, c'est l'art vivant, des fois, c'est par la culture, le mieux-être ou la santé. Ça peut être par des propositions même littéraires ou poétiques. On a fait des marches de poésie avec des cercles littéraires au jardin. Donc, l'important pour nous, c'est de varier la diversité de la porte qui est accueillante et qui a le moins de freins possible pour la diversité de nos publics. Parfois, ce que ça implique, c'est de dire, bien, la porte du musée, de l'institution qui est imposante, elle peut être rebutante ou avoir plusieurs freins à des gens pour qui l'institution ou la transition écologique n'est pas au cœur de leurs préoccupations. Alors, on peut-tu déplacer cette porte-là puis aller dans les quartiers, dans les communautés, à la rencontre et créer une relation? C'est un temps qui est différent. Les relations, ça s'entretient, nous disait Mélanie, puis elle a tout à fait raison, ça demande du temps, etc., mais c'est intéressant d'aller vers les citoyens. Une autre façon d'élargir, je dirais, en fait, tout ça impose un changement de posture aussi. Et au niveau de l'éducation, on s'est dit, ben, on n'est plus dans une posture transmissive de notions où je détiens les savoirs et je vous transmets mes connaissances. On est plus, des fois c'est encore utile, hein? C'est pas à évacuer complètement, c'est juste à peut-être doser, mais on est vraiment plus dans une approche de développement de compétences citoyennes. On pense que pour réussir la transition écologique, il faut que les citoyens et citoyennes réussissent à développer certaines compétences, à continuer à les pratiquer, comme dialoguer, se relier, résoudre des problèmes, coopérer, co-créer et s'organiser, entre autres. Et ça mène à des actions. J'ai bien aimé l'infographie de la fleur, Catherine, c'est ça. C'est passé vite, mais je la retiens, oui, c'est ça. Qui mènent vers des actions. Et les actions peuvent être bien différentes et la posture que ça nous demande, c'est d'être à l'écoute de à qui on s'adresse. Pour certains, ça va peut-être être, le premier pas sera peut-être d'un premier contact avec la nature puisqu'ils n'y ont pas accès. Pour d'autres, ça va peut-être être, j'ai besoin d'aide pour verdir ma ruelle, comment je m'y prends? Quels végétaux je peux planter? Alors, les actions, elles sont différentes. Je le vois comme un long escalier et nous, notre posture, c'est d'être à l'écoute de la personne, de voir où elle se situe, de tendre la main et de l'accompagner vers la marche suivante. Plutôt que d'arriver avec nos programmes. Est-ce que c'est simple et est-ce qu'on y arrive tout le temps? Ben non. Mais on tend vers ça. Voilà la posture aussi au niveau des médiateurs et médiatrices. Quand je vous disais de face à face où on parle de nos connaissances, là, on est plus côte à côte et on s'accompagne. La posture que ça demande aussi et les compétences que ça demande à l'équipe sont différentes, c'est-à-dire d'être à l'écoute, de converser, dialoguer et soudainement, on est côte à côte face à une problématique, un végétal, une activité et on se questionne ensemble. Donc, j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais j'ai besoin d'être à l'écoute pour qu'on soit curieux ensemble de quelque chose et ensemble, on peut s'accompagner pour trouver nos réponses ou passer à l'action. Donc, évidemment, ça rejoint beaucoup la co-création. Puis, vous avez vu ma super infographie de 2 mains sur le volant. Je manquais de temps. Donc, 2 mains sur le volant, ça me parle beaucoup, moi, personnellement, parce que avec les années d'expérience, j'ai beaucoup appris à devenir une machine à programmer. Je scénarise des activités éducatives comme ça y va. Là. Je sais où je m'en vais. Ça va, j'ai pas besoin trop de consulter, mais j'ai appris ça par la pratique il y a des années. Et là, j'arrive dans une posture où j'ai envie de lâcher les 2 mains sur le guidon et d'être à l'écoute. Fait que dans le cadre des réflexions sur le mouvement citoyen, j'ai rencontré environ 70 organismes communautaires ou des acteurs dans la communauté et j'arrivais
avec aucune proposition, en phase exploratoire. Avez-vous des projets, des besoins? Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être que c'était à nuancer finalement. Puis je me pose encore la question, hein, mais peut-être que si on arrive avec une proposition scénarisée pour créer un contact, apprendre à se connaître, bâtir une confiance et dans le temps, peut-être lâcher une main, les deux peut-être, ou avoir une nouvelle main qui se met sur le guidon, puis on part dans une direction commune. Je rejoins Mélanie dans l'espèce d'échange de conversation. Et donc, on est dans ces réflexions-là. Voilà, j'ai envie aussi de vous proposer partager avec vous deux expériences qu'on a fait récemment. L'aérofloral, c'est une proposition fantaisiste, surprenante, éclatée, flyée. C'est une serre de 4 étages de haut qui se promène de ville en ville. Et comment elle vole, cette serre-là? Par l'énergie des plantes. Et elle se pose durant la nuit au jardin botanique et son équipage de scientifiques, vous avez vu les guillemets tout le monde, pseudo-scientifiques, vous l'aurez compris, nous explore les végétaux pour voir quel pouvoir on peut en tirer. Nous, on s'est dit, c'est gros comme proposition, c'est vraiment une autre porte qui n'est pas la science et, ma foi, les gens, ils vont s'en rendre compte. Mais on est le jardin botanique. On a une réputation et puis on s'est rendu compte que pour certains visiteurs, ça les a ébranlés. Quand on parle d'ébranler le cadre de référence, il y en a qui ont été ébranlés dans le sens déçus. Ils ont moins aimé cette expérience-là, d'autres qui ont adoré. Dans ceux qui ont moins aimé, c'est aller jusqu'à dire, vous faites de la fausse représentation. Vous m'avez menti. Parce que tout ça n'est pas vrai. C'est pas vrai que les végétaux font telle chose. Il y avait une expérience où, avec une longue plume, on chatouillait les plantes pour leur extraire leur énergie. C'était ça la proposition. Et d'autres qui ont beaucoup aimé et qui sont partis chez eux en se disant, ma foi, j'ai appris qu'on pouvait faire voler des gros objets lourds grâce aux plantes. Alors là, ça nous ébranle à l'interne aussi parce qu'on se dit, OK, moi, l'équipe de médiateurs, médiatrices qui doit embarquer dans la proposition artistique, ils ont un certain malaise à la géométrie variable, je vous dirais, dans l'équipe, bien évidemment, mais quand même, la question se pose de jusqu'où moi j'embarque en restant à l'aise avec la parole du jardin botanique et son cadre de référence qui est très scientifique. Alors, c'est ça. Je sais pas trop comment conclure cette affaire-là, mais on essaie des choses et on apprend. Je me pose la question parce que la troupe de la machine de Nantes, qui était le fournisseur finalement, normalement se pose littéralement du ciel vers le sol dans des endroits publics, comme par exemple, ça aurait pu être à la place des festivals à Montréal. Alors, est-ce que ça change quelque chose? C'est une question que je me pose parce que là, il n'y a pas toute l'institution muséale, je vais arrêter de l'accrocher à un moment donné, l'institution muséale et sa rigueur et ses cadres de référence. Alors, voilà, la question est posée. Maintenant, c'est-tu fini? Ah oui, hein? Ah oui, c'est vrai que ça va plus vite quand on... j'ai un autre exemple, si vous voulez me poser la question, c'est Potager du monde. Et puis, je vous dirais que quand on donne la parole aux citoyens et que nous, on n'est pas dans la conversation, ça pose des questions. Et là, ce qu'on se dit, c'est comment est-ce qu'on peut avoir notre parole et la parole du citoyen et échanger ensemble. Je vous expliquerai peut-être une fois au lunch, venez me voir, je vais vous expliquer cet exemple-là. En conclusion, je vous dirais que toutes ces réflexions-là fait qu'on réfléchit, on a des conversations passionnantes, des fois déstabilisantes, mais toujours empreintes d'humilité et d'écoute. Et on se pose toujours la question, comment est-ce qu'on peut mieux entrer en relation avec notre public. Vous avez vu que notre grand thème qui émerge depuis ce matin, depuis la présentation de Jonathan et Mélissa, c'est la montée en puissance du relationnel. Puis je pense qu'on a remarqué particulièrement dans les 2 dernières présentations que il s'agit pas de faire autrement et d'apprendre de nouvelles manières de faire. Mais pour faire ça, il faut désapprendre à faire ce qu'on a appris à faire et qu'on est devenu des machines à faire, notamment toute la logique programmatique et le fonctionnement par projet dans lequel on évolue. Donc, très certainement, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions en ligne? Evelyne Caillouette de la Biosphère. Je salue mes collègues. J'ai l'impression d'être dans une réunion de famille aujourd'hui. C'est très agréable.
J'ai peut-être envie de vous emmener ou j'ai envie de vous entendre sur la réflexion que je vais partager avec vous plus tard, là. Vous travaillez tous et toutes dans des grandes institutions. Comment on partage? Je vois en fait des exemples concrets sur le terrain de partage d'autorité. Est-ce que vous réfléchissez, et si oui, comment, au partage de l'autorité de façon plus large et globale à l'intérieur des grandes institutions, par exemple, Jardin botanique, Ville de Montréal, Musée des beaux-arts, que j'imagine aussi grand et complexe en tant qu'organigramme et partie prenante, etc. Même chose pour le même. Comment ça marche, partage de l'autorité pour vous au niveau institutionnel? Je pense que je ne sais pas si ça va répondre à ta question, mais je pense qu'il y a une sensibilisation à faire de la démarche, puis de la faire comprendre. Et ça va dépendre avec les départements avec lesquels on va travailler. Il y en a avec lesquels on va se sentir de connivence. Je peux penser aux maisons de la culture dans notre cas, ou les bibliothèques, ou aussi notre propre direction. On est dans la direction de la culture et je peux vous dire qu'il y en a qui, des fois, ne savent même pas qu'on existe ou en tout cas, comment on peut faire des liens. Mais je veux dire, il y a quand même cette apprentissage-là à l'intérieur de communication, la communication de ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et aussi, ce que nous, je dois dire que la direction de la culture a fait de plus en plus d'efforts dans les dernières années pour communiquer nos pratiques professionnels entre nous parce que les bibliothèques, la médiation culturelle à la ville, les maisons de la culture, bon, pour répéter tout ce monde-là, on est un peu tous baignés aussi dans le fameux plan 2030, là, où c'est éco-responsable, machin, là, puis là, il faut parler à tout le monde, puis le public, les citoyens, partout. Mais ça veut dire qu'on développe toutes sortes de façons de faire qui sont quand même très intéressantes. Et là, c'est là où il peut y avoir de l'interdisciplinarité, où on peut faire du partage de connaissances. Donc, c'est beaucoup au niveau de la pratique, je vous dirais, que nous, ça fait une différence au quotidien, puis dans lequel on est capable de faire émerger des choses, parce que vous comprendrez là, que dans la panoplie de toutes les choses qu'on a à faire, c'est pas toujours évident de aussi prendre le temps de se re-questionner, de se repositionner, d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que faire de la veille aussi. C'est... ouais. Si on veut avoir le temps. Oui, excusez. Peut-être rapidement, puis je ne sais pas si ce sera une réponse, mais Éducar, donc il y a une première édition du plan culturel numérique. Je l'ai fait le geste gros comme ça, 17 régions, Musée des beaux-arts, on arrive, gros sous, on débat. Il y avait une préoccupation ou un malaise, certainement, de dire on arrive dans des régions, bon, on travaille avec l'école, mais il y a des milieux culturels, il y a des institutions qui sont ici. Comment on va faire? Donc, on a essayé d'engager la conversation, de dire est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et dans certains cas, ça a pu fonctionner, puis ça a été vraiment chouette. Je pense à Musée de Charlevoix, finalement, qui a exposé des projets des jeunes qui ont été faits dans notre cadre. Donc, ça a bien fonctionné. Mais c'est sûr qu'Éducar était conçu comme cette entité très liée à l'institution. Deuxième mouture du plan culturel numérique, on a vu d'autres critères en fait pour la sélection. Est-ce que le musée a proposé ces prismes, qui est un laboratoire de médiation muséale. Vous allez en entendre parler cet après-midi. C'est du placement d'un produit. De panel. Mais Prisme, sa particularité, c'était justement de se sortir de nous-mêmes et de dire et de faire profiter peut-être ces ressources-là et de dire, puis il y a des collègues ici avec qui on a pu travailler, donc de se poser des questions, d'arriver avec des musées, des solutions technologiques, de se poser une question ou un besoin et de travailler ensemble à trouver, à dégager cette solution-là. Donc là, je pense qu'on est arrivé peut-être dans un autre modèle où on sort. Et là, ce qui est super important, puis c'est comme je disais tout à l'heure, il faut arrêter de penser en projet. Il faut qu'il y ait des critères de pérennisation et de guide de bonnes pratiques. Donc, on va travailler à une boîte à outils pour s'assurer que ce qui a été récolté dans ce projet-là demeure, soit positionné et accessible, en fait, aux autres institutions. Avez-vous une réponse, Olivier? Je reposerai une question à ma collègue à la fin de son intervention. Non, mais je pense qu'il y a une question de rythme aussi. J'entendais ce matin parler de « on a le goût que ça aille plus vite ». Et puis, c'est vrai que des fois, on a le goût que ça aille plus vite. Puis,
c'est à différents niveaux. Moi, je vois quand même qu'il y a des choses qui s'arriment dans le plan 2030 aussi, qui nous permettent d'avoir des grandes orientations dans lesquelles on peut avoir des projets qui vont dans la bonne direction. Mais je sens aussi une tension en toute transparence entre les éléments de programmation, je dirais, plus traditionnels qui vont remplir nos musées de personnes et d'argent qui est pas toujours est dans le rythme de livraison, qui peut des fois, les deux peuvent cohabiter, mais il y a ça aussi. Merci. Si je peux me permettre, ce que j'aime beaucoup dans cette question-là, c'est qu'elle met le doigt sur un point aveugle de la journée d'études, à savoir, oui, les musées ont une autorité définie par le cadre référentiel sous lequel ils s'inscrivent, la science, l'histoire de l'art, l'histoire au début. On a vu tous ces mandats-là glisser vers autre chose. Mais ce que votre question pointe et qui est important, Yves, c'est pas Yves qui va me contredire ici, c'est que les musées sont eux-mêmes soumis à des autorités. Et que cette réalité-là, elle est déterminante et c'est vrai qu'elle n'a pas sa place dans le panel, j'en prends note. Merci à vous pour vos présentations. J'aimerais également vous questionner sur la dimension temporelle, parce que changer les méthodes de travail exige également, je crois, changer les rythmes de travail, surtout puisque vous travaillez avec des cultures institutionnelles qui sont autres. Donc, vous avez évoqué la question de nouer les relations, les maintenir. Sans doute, il y a un impact sur ce que l'on peut accomplir dans trois semaines, 3 mois, 3 années, etc. Donc, quelle stratégie, on admet qu'il faut se donner plus de temps, je crois, pour faire ce genre de projet. Quelle stratégie est-ce que vous avez pu élaborer justement pour faire face à ces nouveaux défis temporels? Bien, il faut que ça soit... Bien, dans notre cas, c'était déjà annoncé d'avance, on le savait, ça faisait quand même déjà un certain temps que de la collaboration citoyenne, on en faisait, on le savait. Et c'était aussi, quand je disais protéger notre âme, ça en faisait partie. Quand il y a une dimension de consultation, de collaboration, un parti pris je vais agrandir la table de conversation, ben il faut faire aussi de la place. Puis je pense que la spatialité des choses est importante. C'est l'espace du temps, mais aussi c'est les espaces physiques dans notre cas. Vu qu'on était dans une transformation, il fallait que tout ça devienne cohérent. Et il faut aussi s'assurer que ce que l'on promet, on le rend. Et ça, c'est super important. Et donc, si ça prend, et là, après ça, il faut se dire, bien, si je fais la promesse que je vais ouvrir la conversation, que je vais vous écouter et que ça va impacter ce que je vais réaliser, bien, il faut y mettre les ressources. Et si la ressource, c'est le temps, il faut mettre cette ressource-là. Si c'est l'argent, si c'est les humains, parce que oui, le temps, mais qui va le faire? Qui va le documenter? Qui va faire le retour avec le temps, c'est une chose, mais puis c'est un choix. Souvent, je dis, ben c'est le temps ou c'est de l'argent, c'est une ressource ou c'est un autre. Et le temps est vraiment une ressource importante. Mais ça dépend. Des fois, on peut faire des consultations rapides pour quelque chose de très vite. Je veux dire, faut pas non plus, parce que souvent dans les équipes, puis je vais la consultation, oh my God, ça va prendre trop de temps, puis on sera pas capable, puis on n'y arrivera pas. Attendez, là, wow. Il y a plusieurs façons de collaborer, il y a plusieurs façons de faire ça. Le temps est une dimension comme les autres choses le sont aussi. Donc, c'est juste il faut que ça soit quelque chose qui est planifié et qui est intégré. Mais ce que j'ai trouvé salutaire dans notre projet, c'est que c'était planifié, ces choses-là. Ça faisait partie de la dimension, c'était incontournable que de faire la consultation d'impact, qui était pour avoir un impact sur le projet. Donc, tout était construit autour de ça. À ce moment-là, ben, ça devient moins un enjeu si ça fait partie des choses qui sont calculées et planifiées. Serais-tu, Catherine, d'accord pour dire que le temps qu'on investit en amont, parce qu'il faut construire la relation, on en regagne une partie au moment d'avoir à consulter. Si on a un réseau établi. Totalement.
c'est pensé différemment. Oui. La distribution du temps Oui. et le jeu du temps. On peut Oui. consulter très rapidement si on a pris le temps de constituer Oui, exactement. un réseau. Oui. Et merci parce que j'allais dire, bon, moi, je vais arriver avec une réponse très plate administrative, mais c'est exactement ça. C'est intégrer. On est rendu là, je pense, on a essayé tellement de choses, on a fait tellement de projets pilotes, mais on est rendu là à tirer ces leçons-là et à l'intégrer dans une planification. Et ce que tu dis, Joanne, aussi, je pense que quand on arrive dans le financement, ça doit aussi faire partie des critères qu'on nous demande et de ne pas avoir à déposer pour la semaine prochaine et avec des résultats, etc., etc. Je pense que ça, on est plusieurs à devoir décider que c'est important de faire ce geste de planification et d'intégrer ces Ça me fait penser, il faut absolument que je dise, là, ça fait partie du courage managérial. Il faut mettre ses culottes puis dire, ça prend du temps de faire ça. Vous voulez qu'on aille là? Bien, ça prend du temps. C'est une ressource dont j'ai besoin. Et ça, il faut le défendre. Il faut le défendre comme n'importe quoi. Comme je défendrais des budgets, comme je défendrais qu'il faut que je sois en partenariat avec telle personne, qu'il faut que je fasse ci, il faut que je... Il faut. C'est pas une donne éthérée là, qui va... c'est pas élastique, là. Ça va pas apparaître toute seule parce que je décide de faire un projet, puis je collabore, puis je consulte plein de personnes. Et aussi, ils vont l'apprécier. C'est qualitatif. C'est du qualité, c'est pas du quantité. C'est pas le nombre de personnes, c'est pas le nombre de trucs. Bon, je vous ai mis des chiffres, là, mais c'est pour montrer. Mais il y a un qualitatif relationnel dans ça. Et si on veut pouvoir, nous aussi, quand il y a co-création, participation, consultation, il y a une masse de choses qui nous est donnée. Il y a une masse d'informations. Je me dois de la traiter, je me dois d'y donner une présence et une existence. Je dois le faire. Alors, il faut que j'aille le temps de le faire. Parce que sinon, ça ne sert à rien que d'écouter si je n'ai pas le temps d'écouter et d'analyser et de pouvoir agir. Mais c'est une question au colloque de la SMQ, justement, qu'Elisabeth Kane, avec Jonathan, avait exactement dit, je me demande si nos temps sont réconciliables. Je me demande si c'est possible. C'est important. Et il faut s'arrêter pour se demander s'ils le sont et de prendre les décisions qui vont avec, en fait. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être, comme Olivier a évoqué les réactions que suscite cet ébranlement des cadres référentiels, c'est une dimension que Catherine et Mélanie avaient moins évoquée. Mélanie, qu'est-ce qu'il y a eu quand l'histoire de l'art cesse d'être le principal référent de l'art, comme dans le projet Éducar, où on utilise l'art pour parler de mathématiques, de biologie, d'enjeux thématiques sociétaux. Est-ce qu'il y a une réaction similaire à la réaction des scientifiques, ou s'il n'y a qu'un très grand enthousiasme des populations? Et la même chose pour Catherine. Est-ce qu'il y a eu des gens pour vous reprocher d'être passé de l'histoire à la mémoire, ou si l'accueil a simplement été délirant et euphorique? Bien, de notre côté, c'est sûr que les enseignants étaient à la fois mal à l'aise d'aller là, à la fois emballés de pouvoir y aller. Donc, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de recul. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, puis là, je l'ai pas réfléchi nécessairement, mais en fait, je pense qu'on nous a pas nécessairement laissé ne pas avoir d'histoire de l'art. C'est ça qui s'est passé, en fait, parce que dans les relations qu'on avait, que ce soit avec... On ne nous a pas laissé ne plus avoir d'histoire de l'art. Okay. Le « on » étant, nous-mêmes aussi probablement, mais les enseignants ont dit « oui, je veux bien aborder avec les mathématiques, mais je sais pas qu'est-ce que je regarde, je sais pas qu'est-ce qui est là. » Donc, c'est là où il fallait que la conversation se passe. Puis je me souviens d'être dans un colloque sur la littératie multimodale. On est en train de faire Éducar, puis il y a une collègue de l'UQAM, Nathalie Lasselle, je présentais. Puis on n'avait pas la voix, on n'avait pas la voix du musée. Je veux dire, le musée était partout, là, avec les hommes.
mais il n'y avait pas la voix du musée. Il y avait les points de vue d'experts puis les enseignants. J'avais dit, mais attention, la voix du musée, il y a quelque chose qui est à dire aussi. Et dans la relation, effectivement, on nous a demandé des points de départ ou d'engager autour de ça. Et c'est là, en fait, que je pense que la négociation, elle est intéressante, puis qu'il y a un véritable pouvoir de transformer et d'enrichir peut-être le propos de l'histoire de l'art. C'est ça, l'histoire de l'art devient un moyen de sortir de l'histoire de l'art. Oui. Hein? Oui, voilà. Catherine? Mais en fait, je pense qu'on a ajouté une dimension. On n'a pas évacué l'histoire, on n'a pas transformé, on n'est pas allé on n'a pas fait un 180 degrés complètement. C'était quelque chose qui restait fondamental et que quand on a eu nos conversations sur justement notre plan d'action, puis mission, vision, valeur, quand on écrit notre première mission, il n'y avait pas d'histoire dedans. Puis on s'est dit, mais attends, ça manque là. Faut rechanger ça, on va rajouter un petit peu ça. Parce qu'on est rajouté, en fait, avec toute l'expérience, l'expertise qu'on a développée, la dimension de mémoire s'ajoutait à celle de l'histoire. En fait, pour nous, c'était comme une plure d'oignon supplémentaire, là, comme une couche d'interprétation et de liberté qu'on se donnait. Parce que dans l'appellation, c'est de passer de Centre d'histoire de Montréal et vous comprendrez que là, ils ont gardé centre, ils nous l'ont imposé là d'ailleurs, mais bon. C'est Centre des mémoires montréalaises. Mais pour nous, ça nous permettait une liberté de plus juste être dans le cadre d'histoire, on peut être aussi autre chose. Parce que mémoire, c'est large. Il y a quelque chose un peu d'évanescent, qui n'est pas un contour. C'est subjectif. Donc, pour nous, c'était synonyme de liberté. On avait l'impression qu'on se libérait du carcan de juste comme peut-être être lié histoire, puis là, on pouvait faire comme plein d'autres choses. Et donc, on pouvait être centre d'interprétation, musée de société, oui, travailler avec la collection, travailler avec la mémoire. Puis on avait l'impression qu'on était aussi beaucoup plus inclusif. De la permission d'être plus interdisciplinaire, puis de l'affirmer, puis de le dire, puis de sentir aussi que, oui, mais l'histoire de qui? Mais tu sais, la mémoire, il y a quelque chose de peut-être plus englobant, de plus large. Mais je pourrais répondre aussi que ce qui a beaucoup déstabilisé, c'est l'arrivée de l'histoire orale. Puis ça déstabilisait, ça a pu déstabiliser un peu au début l'équipe à l'interne, mais bon, on était pas mal habitués de faire de l'exploration puis toutes sortes d'affaires. Fait que, bon, peut-être, oui, au début, mais encore aujourd'hui, on me la pose cette question-là. Mais oui, mais l'histoire orale, comment tu peux te reposer là-dessus? Quelque chose dit quelque chose, mais quelqu'un dit quelque chose, mais comment est-ce que tu peux vérifier que c'est vrai, tu sais? Oui, mais c'est une dimension de l'histoire. C'est pas ça, l'histoire orale, justement. Non, c'est ça. pas sur une valeur. C'est ça, exactement. Il y a une très belle œuvre de Sylvia Kolbowski, l'artiste américaine Sylvia Kolbowski, que Michel Thériault avait présentée à la Galerie Concordia, qui s'appelle An Inadequate History of Conceptual Art, qui est 50 artistes de la scène américaine, filmés, dont les mains sont filmées en gros plan. Donc, on a les noms des gens qui ont participé, mais on ne sait pas qui parle. Et à qui Sylvia Kolbowski a demandé de raconter leur première rencontre avec une œuvre d'art conceptuel. Et évidemment, notre réflexe, c'est de dire, ouais, ça, c'est pas de l'art conceptuel. Puis là, c'est des artistes qui nous parlent. On ne sait pas qui, mais on sait qu'ils sont experts dans le truc. Donc, c'est au fond d'accepter une histoire inadéquate pour une valeur autre que celle d'une valeur de vérité universelle. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour, merci. C'est vraiment très intéressant de vous entendre. En fait, ça me fait beaucoup penser à deux projets que l'artiste Raphaël de Groot a fait à la fin des années 1990, si ma mémoire est bonne, justement au Centre d'histoire de Montréal, où elle a travaillé à récolter des histoires orales. Et à mon avis, avec ses méthodologies bricolées, artistiques, j'ai l'impression que Raphaël a pu contribuer au virage que vous nous, citoyens, que vous nous présentez aujourd'hui. J'avais envie de vous poser la question jusqu'à quel point le travail avec les artistes peut influencer comment
l'institution muséale pense, d'une part, et aussi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui était advenu de ces 2 œuvres que Raphaël de Groot avait réalisées avec le Centre d'histoire de Montréal. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé collectionner de façon à inscrire cette mémoire orale très éphémère, puisqu'elle avait été récoltée par une artiste, pour la rendre pérenne à l'intérieur de votre histoire? Ben, en fait, les œuvres avec Raphaël se sont fait vraiment au début des premières réflexions que le Centre d'histoire avait où on essayait des choses, puis des charrettes, etc. Et puis vous m'excuserez, moi, j'y étais pas à ce moment-là, fait que j'ai quelques brins d'histoire de ce qui s'est fait au début, mais c'était vraiment au début, au tournant des années 2000, avec beaucoup d'ébouillonnement de réflexions, mais on était vraiment dans une transition d'approche et de comment on était pour s'adresser puis travailler avec les publics. Parce que là, le constat, c'était, ben, on était beaucoup dans l'histoire de l'immigration puis beaucoup avec des programmes avec les nouveaux arrivants, mais on se rendait compte que toute cette histoire-là, parce que comme avec les liens qu'on faisait, commençait à cogner à notre porte, puis ben nous, on parle jamais de nous. Hey, comment on pourrait parler de vous? Ben là, l'histoire orale, c'est un peu comme ça qui est arrivé. Mais pour revenir aux artistes, ben pour nous, ça fait partie des multiples voix, des multiples angles. Et certes que ça fait partie de notre démarche, puis ça va continuer de faire partie de notre démarche. Et c'est très intéressant parce que Raphaël de Groot, c'est l'artiste de notre œuvre, de l'œuvre publique qui va être au même. Donc, il y a encore on était très contents que on l'a pas choisi pour ça parce qu'elle a fait partie d'un processus. Mais en même temps, ce lien-là, nous, on l'aimait bien parce qu'il y avait, on trouvait sans dire on boucle la boucle, mais on avait l'impression qu'on continuait à tisser des choses ensemble. Mais aussi parce que Raphaël, elle a une façon elle a une approche. Une approche de collective, de participation collective aussi, puis de parole citoyenne. Donc, au niveau de la conservation des œuvres, ben, je dirais qu'on va probablement, on s'améliorerait parce qu'à l'époque, vu qu'il n'y avait pas nécessairement une logique de conserver puis de collectionnement de la parole, ça s'est pas fait. Donc, il y a quelques projets qu'on a perdus de cette façon-là parce que c'était entre les mains, comme vous dites, de l'artiste ou du chargé de projet ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on procéderait autrement parce que puis nous-mêmes aussi, comme institution, on évolue énormément. Quand on dit qu'on travaille avec... quand la consultation, la co-création, la co-participation arrive, une chose qui est super importante, là, c'est qu'il faut se préparer à se transformer, là. On ne va pas rester statu quo. L'institution, ça reste statu quo. Elle a manqué selon moi, elle a manqué son coup de la collaboration parce que ça ne peut pas te transformer, parce que c'est l'objectif aussi. Donc, je pense que les musées ont compris ça maintenant. Ouais, je pense qu'on est ici à cause de ça. Alors, pour juste terminer, ben en fait, on collectionnerait mieux, puis on documenterait davantage ce qu'on est en train de faire avec l'œuvre en ce moment de Raphaël, pour lequel on documente, qu'on photographie, qu'on fait de la vidéo pour justement documenter ce geste-là.